C'est pas de bol quand même, être de garde le soir de Noël. On est vraiment désolé pour toi, Natacha. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai pas de famille avec qui passer les fêtes. Et vous? Moi je reste avec la belle famille, je vais me taper la tronche de la belle-mère, c'est pas mieux. Une vraie porte de prison. Moi, je suis avec mes parents obèses. On va se gaver de sucre et de graisse, pendant que des petits-enfants à l'autre bout du monde sucent des cailloux. Et moi, je suis avec mon mec. Il va s'endormir à 23h, bourré. Moi, je suis féministe. On sait ce que fait Zombie ce soir? Non. Il doit certainement être en train de s'éclater avec quelques naïades, avec les ovaires au bord de l'explosion. Il ne t'a pas invité? Non. Le Kouja. De toute façon, je suis de garde ce soir. C'est un sale con. Allez, passez un bon Noël. On se retrouve bientôt. Bonne fête à tous. T'es sûr que ça va aller? Oui, t'inquiète. Va faire la fête. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Mes chers petits farfadets adipeux, bien le bonjour, bienvenue dans ce nouveau mag. On va se faire pouic pouic, bande de petits vénards, avec une première partie consacrée aux premières aventures de Thor, et ensuite on parlera du Strange 156, parce que j'avais envie de vous en parler, alors commencez pas à faire chier. C'est dans la joie et l'allégresse que nous fêtons également les 4 ans d'Amazing Geek. Mais mec, ça déchire! Depuis le 16 décembre. Aussi, vous nous pardonnerez le côté déjanté poète-poète de cette émission chaleureuse et dynamique, parce qu'on n'est pas là pour se lamenter sur 2021, qui sera encore pire que cette année. Allez, c'est la fête, envoyez le bousin! Aujourd'hui, mes jeunes farfadets et fébesques, nous allons parler de cette intégrale Panini velue rassemblant les premiers épisodes de Thor datant de 1962 et 1963. Bon, alors, ça commence bien, sur la couverture, Thor fait le salut nazi. Rarement tel canular ne nous aura fait autant rire. L'album regroupe bien innocemment les épisodes 83 à 100 de Journey into Mystery, revue chatoyante créée en 1952, date de naissance de Jean Roucas. On s'en fout un petit peu quand même. Cette revue a vu les débuts du puissant Thor dont l'obédience alimentaire ne semble pas végane, au vu des biscottos huilés qu'il affiche, avec cette arrogance bien mal d'haltérophiliste cis-hétéro. Stan Lee souhaitait à l'époque créer un personnage plus fort que Hulk et plus puissant que les 4 Fantastiques réunis. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Arrêtez! Fasciné par les légendes des dieux nordiques, il se rend compte qu'il pourrait se servir de ces contes comme base pour sa nouvelle série centrée sur le puissant Thor. Mais la charge de travail du père Stan Lee était telle qu'il n'avait absolument pas le temps de se pencher sur les aventures du blondinet asgardien. Faut dire qu'il planchait à l'époque sur Hulk, les 4 Fantastiques et Spider-Man, donc pas le genre à fermer le guichet à 16h30 comme à la poste. Enfin, je dis ça, je dis rien. Stan se retourne alors vers son frère cadet, Larry Lieber, puis vers Robert Bernstein pour réaliser la série. Côté dessin, le style héroïque et éclatant de Jack Kirby ne convenait pas trop à Spider-Man, en revanche il était parfait pour Thor. Et ainsi, Thor apparut dans Journey into Mystery, numéro 83. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Le premier épisode s'appelle Les Hommes de Pierre de Saturne. Datant d'août 1962, il nous narre l'introduction du blondinet au biscotto proéminent et prétentieux comme le Tenet de Nolan. Alors bien sûr, cet épisode a été publié plusieurs fois en France, d'abord dans Eclipso numéro 15, en août 1971, dans le Strange Special Origins 136, en avril 1981, dans le Vengeur Color numéro 1 de mai 1982, mais également dans Thor Fils d'Odin, la genèse de Thor, en 1979, et dans plein d'autres revues encore. Donc, pour l'avoir raté, il faut vraiment venir de la planète Mars ou avoir fait du frigo. De la planète Saturne, tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Bah dans le premier épisode, il affronte les hommes de pierre de Saturne. Ah oui, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Merci. Le reste des épisodes de cet album joufflu ont été publiés entre 1971 et 1975 dans les Eclipsos de l'éditeur Haredi, de façon assez chaotique entre le numéro 15 et le numéro 50. Un beau bordel, une fois de plus. Contrairement à BFM TV, j'aimerais être honnête avec vous. Les premiers épisodes sont aussi folichons qu'un tuto make-up d'Enjoy Phoenix. Les ennemis du protagoniste sont fades comme des endives ou la chanteuse Vita. C'est nul comme on le dit encore dans les milieux progressistes. La plupart de ces vilains sont d'ailleurs tombés dans les oubliettes au fil du temps, un peu comme Alain Chamfort. Les hommes de pierre de Saturne sont ridicules. Le sorcier Sandu ou l'homme copie conforme ne risque pas de marquer les esprits. En tout cas, moins que le journal d'Anne Frank, c'est pour dire. Seul Zarko, l'homme de demain, avec sa tête de Sekpa, et l'homme radioactif ont refait surface, mais on ne peut pas dire qu'ils constituent des créations mémorables. Cela relève plutôt du minimalisme glauque dont savent faire preuve certains utilisateurs de Linux. Seul Loki...
qui entre en scène dans Journey into Mystery numéro 85, tire son épingle du jeu. C'est un dieu et il est sur un pied d'égalité avec Thor, et surtout c'est son frangin. Et cette petite crotte de banta relève un peu le niveau par sa perfidie, digne d'un utilisateur de Twitter. La raison de la faiblesse des premiers épisodes de Thor est liée à Larry Lieber et Robert Bernstein, qui ne parviennent pas à égaler la qualité de travail de Stan Lee. Un peu comme des élèves d'une 3ème Techno Simulator post-confinement 2020, Thor a du mal à trouver sa voie. La trame de l'histoire, mise en place par Stan Lee, est sagouinée par ses deux acolytes. On se demande si les deux Gus avaient été enregistrés à la Chambre des métiers. Stan Lee est obligé de reprendre le scénario en main dans le Journey into Mystery numéro 97, et les aventures deviennent enfin intéressantes. En plus de l'histoire normale, il introduit un bref épisode annexe. Lee raconte à sa manière les légendes nordiques d'Asgard et nous présente un panthéon de dieux et de créatures incroyables. On y découvre Odin, Surtur, Ymir et les géants de tempête. Et ce sont ces éléments et le retour de Jack Kirby à partir du numéro 101 qui vont définitivement installer Thor dans le cœur des lecteurs et en faire une série incontournable des années 60. Donc c'est pas dans cet album, sa mère. Oh Josette, bouquin de ta mère. Et puis l'autre qualité de Stan Lee est de rendre Thor très attachant par son côté humain. Et tu vas me dire aussi que t'as aimé la prélogie Star Wars ? Sodomite ! Scénaristiquement, l'idée originale de Lee est excellente. Thor est un dieu légendaire, scandinave, et en même temps un être humain avec ses super problèmes classiques typiques des alter-ego des personnages de Stan Lee. Quelque chose de typique. Donald Don Blake a un handicap physique, il boite comme s'il avait subi un toucher rectal, et d'un point de vue relationnel, il est amoureux de Jane Foster, l'infirmière avec qui il travaille, et à qui il est incapable de lui avouer qu'elle lui rend le kiki tout dur. Elle est également éprise de lui, et elle aimerait bien qu'il lui ausculte le pilou-pilou. Personnellement, c'est grâce à la lecture de ses premières histoires que je me suis rendu compte que Jane Foster est une vraie une fille pas gentille. Elle voudrait bien jouer avec le docteur Blake à cache-tampon dans les replis, mais elle le trouve trop coincé. D'ailleurs, à un moment, elle en a tellement marre qu'elle préfère aller avec le rival de Don Blake, un mâle prétentieux, que de rester avec ce couillon de Blake. Et là, elle lui balance l'argument imparable. Une femme veut un homme, pas un timoré. Moi, je vais te défoncer la gueule, vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Et c'est là que j'ai compris que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de la femme. Jane Foster préfère le gros Richard pété de thunes au gentil garçon cotorep qu'il aime. Et dans l'épisode suivant, quand le mâle protecteur qu'elle avait choisi ne lui convient plus, elle préfère retourner vers Don Blake. Et ce couillon accepte qu'elle revienne vers lui. C'est consternant. Je suis désolé mon con, mais non. Le pardon est une valeur chrétienne et certainement pas celle d'un dieu nordique. Bref, après cette lecture, j'ai rajouté Jane Foster à ma liste de connards cosmiques. Cyclope des X-Men aura de la compagnie féminine. Je vous l'avoue, cet album ne m'a guère emballé pour ses histoires super-héroïques. En revanche, il est une véritable mine d'or pour comprendre l'esprit propagandiste des comics de cette époque, et en ça, il vaut le détour. Ça, c'est le symbole du capitalisme, vous avez pas honte? En effet, les super-héros ont toujours eu une place très importante dans la propagande américaine. On pense à Captain America, créé spécialement pour lutter contre les nazis. Ah bon? Dans les années 60, la majorité des super-héros ont été créés pour combattre les régimes totalitaires comme le communisme. Ils sont souvent appliqués dans des conflits internationaux, comme Iron Man dans la guerre du Vietnam par exemple. Ils représentent tous la force et la puissance de l'Amérique, démocratique et prônant la liberté. Et Thor n'échappe pas à cette propagande. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un dieu nordique a à voir dans la guerre froide? C'est aussi incongru que de trouver un ouvrier à un congrès de Mélenchon. Eh ben, ces épisodes sont intéressants puisqu'ils utilisent Thor comme un outil de propagande. Mais voyez plutôt. Mais non, pas ce plutôt-là. Dans Thor contre l'exécuteur, on nous explique que dans le pays de San Diablo, deux factions se disputent le pouvoir, et les vilains communistes tuent des tas d'innocents. Et voilà Thor en train de casser du coco à tire-larigot pendant plusieurs pages. L'histoire date de 1962 et la couverture est sans équivoque. C'est bien Fidel Castro qui est symbolisé. Dans le Journey into Mystery 87 de décembre 1962, on ne prend plus de gants. Thor est prisonnier des Rouges. Et puis on arrive au summum de la propagande anticommuniste avec l'épisode 93 de juin 1963 où Thor affronte les Chinois. Oui, Thor, le dieu du tonnerre, pète le stick aux méchants Chinois. Cette histoire débute à cause de l'armée communiste chinoise qui fait obstacle à une intervention d'une force médicale en Inde. Oui, les Indiens sont opprimés par les Chinois dans cette aventure. Et les gentils Américains ne peuvent pas aider les Indiens. Bien sûr, chers abonnés de cette chaîne, vous n'êtes pas crédules à ce point-là, ni même à cette virgule-là. Mais visiblement, c'était pas le cas des auteurs à cette époque. On est pourtant les gentils, non ? J'adore l'innocence des scénaristes qui croient aux valeurs généreuses américaines et qui ne savent pas encore que l'année suivante, le président américain Johnson fera la même chose aux Indiens en ralentissant délibérément les départs des navires céréaliers pour l'Inde qui n'étaient pas encore autosuffisantes sur le plan alimentaire. C'est un sale con!
Ben oui, l'Inde devait revoir ses positions anti-américaines dans la guerre du Vietnam si elle voulait obtenir de la nourriture, à une époque où environ 100 000 personnes mouraient de faim dans ce pays. Bien évidemment, on n'est pas là pour apporter un jugement sur cette décision américaine, non. Mais c'est amusant de constater que cette vision idyllique des auteurs américains sur leur rôle de bienfaiteurs dans tous ces comics, eh ben, elle est idyllique. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat, toi. Scar. Bref, dans le sujet qui nous intéresse, ce sont les communistes chinois qui sont les méchants. Mais je vois que mon détecteur de saturation d'informations m'indique que vous avez besoin de faire une pause, alors on se retrouve après ça. Donald Blake, en tant que médecin chirurgien, part à travers le globe pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et rapidement, il affronte les cocos qui oppriment les Indiens. Thor n'a pas de mal pour mettre en pièces les Chinois, mais l'armée de Pékin ne compte pas en rester là. Et rira bien qui rira jaune. Cette blague était de très mauvaise qualité. Chen, le savant chargé par ses supérieurs d'éradiquer le dieu nordique, devient donc Radioactive Man et se rend à New York pour y affronter celui qu'il doit détruire. Après quelques péripéties, Thor renvoie son opposant en Chine par le biais des courants aériens créés par Mjolnir. L'homme radioactif renvoyé à la case départ provoque rien de moins qu'une explosion nucléaire sur le sol chinois, ce qui à l'époque aurait pu être compris comme une déclaration de guerre. Ah bon? J'en ris encore. Mais non, on s'en arrête là. Sacré auteur américain quand même. Donc voilà, même Thor a lutté contre la vermine communiste alors qu'au départ, c'est un mec qui vient d'Asgard et qui s'en bat les boboles de la guerre froide. Ainsi donc, cet album Panini nous narre les premiers épisodes du dieu du tonnerre, et à moins d'être un fan inconditionnel de Thor, ou d'avoir envie comme moi de posséder ses premiers épisodes, cet album est aussi dispensable qu'un album de Maître Gims. Alors aujourd'hui mes petits farfadets duveteux, j'ai envie de vous parler du Strange 156 sorti en décembre 1982. Pourquoi lui plus qu'un autre? Eh bien parce que j'étais en train de ranger ma collection quand cette revue est tombée par terre. J'ai vu un signe et voilà pourquoi je vous en parle. Arrête ça, on a compris. Et puis faites pas suer avec vos questions mes petits loulous, c'est la magie de Noël, cherchez pas, c'est quantique. Comme les chants de Noël? Non, comme la physique. J'ai rien compris. Déjà, on ne peut qu'apprécier la très sexualisante couverture du grand Jean Frisano qui nous montre Rome le chevalier de l'espace dans son armure rutilante balayée d'un revers de la main par le grand cornu cosmique, j'ai nommé Monsieur Galactus, le dévoreur de planètes. Pour tout dire, jeunes et faibles velus, je garde un assez bon souvenir de ce Strange avec d'excellents épisodes, même si celui qui m'a le plus marqué est celui d'Iron Man, tellement il était beau graphiquement. Dès la première page, on découvre notre Vengeur doré en armure noire de camouflage. Les plus cons d'entre vous auront donc noté qu'il n'est pas doré du coup. Vous voyez là, l'image. Ben oui, je la vois, je suis pas abruptiste. Dans cet épisode tiré de l'Iron Man 152 datant de novembre 1981, écrit par David Michelini et dessiné par John Romita Jr., assisté de Bob Layton, ou bien le contraire, commencez pas à l'ouvrir sur ce point de détail comme le dirait Jean-Marie, Tony Stark tente de sauver la plantureuse et goulayante Bethany Cabe, qui est prisonnière en RDA. Bah oui, en 1981, on est encore dans la guerre froide, et l'Allemagne de l'Est est encore symbolisée par le mur de Berlin à cette époque. Je sais que ça ne dit plus rien aux jeunes d'aujourd'hui, mais si vous êtes sur cette chaîne, ça vous parle, bande de vieux poilus. Iron Man utilise une nouvelle armure dite furtive. Sous la patte goulue de Michelini, Iron Man agit intelligemment et utilise toutes les ressources dont il dispose pour accomplir sa tâche. Il ne buvait pas encore comme un breton. Mais non, je déconne, ma famille vit en Bretagne. À Montbéliard même, plus exactement. C'est pas en Bretagne, man. Ah oui, je confonds avec Montélimar. C'est toujours pas la Bretagne, Hashtag j'ai mal à ma géographie. Ah mais c'est pour ça qu'ils m'envoient jamais du nougat. Bon bah vas-y, enchaîne. On retrouve forcément les clichés de l'époque avec une société policée et surveillée par la Volkspolizei de la République démocratique allemande, l'agent interrogateur du KGB, les drogues qui font parler les prisonniers. Bref, on se croirait dans un bon vieux film d'espionnage à la James Bond. Du côté du dessin, John Romita Jr., ancré par Bob Layton, nous livre des planches de toute beauté. C'est beau comme une jeune femme nue et muette. Un très bon épisode rythmé, sans temps mort et agréable à regarder avec un cliffhanger insupportable où Iron Man est abattu par le laser vivant à la fin. Ouais, ça c'est du final. On n'est pas sur du Mandalorian là. Mais qu'ouis-je, qu'entends-je? Ne serais-je point la plèbe qui hurle dans le lointain? Alors j'enchaîne sur l'épisode de Spider-Man écrit par Marv Wolfman et dessiné par Kate Pollard et Jim Mooney. C'est tout à fait regardable mes petits poussins duveteux. Il est tiré de l'Amazing Spider-Man 201 datant de février 1981. Vous n'étiez pas encore nés les filles, hein? Spider-Man y est confronté au Punisher que Luke, dans ses élans sadomaso, a appelé ici le Punisseur. Oh, you touch my tra-la-la.
Ce punisseur, puisqu'il faut l'appeler ainsi, est dans ce récit un personnage super édulcoré par rapport à ce qu'il est réellement. Le gazier s'attaque à ses ennemis avec des armes qui tirent à blanc. La grande question existentielle que se posent les spectateurs qui sont restés jusqu'à maintenant, ils sont peu nombreux et je les embrasse, est la suivante: est-ce dans le scénario de base, ou avons-nous affaire à un énième tour de passe-passe de Lug pour échapper à la censure catho-bolchevique qui le surveillait? C'est un épisode qui n'en reste pas moins très plaisant à lire, et le style de Keith Pollard, au trait très classique, n'a rien de rebutant, surtout si tu aimes les dessins de cette époque. Le final est assez bon lorsque Peter Parker rentre chez lui et qu'il est attendu par le punisseur qui lui dit qu'il connaît son secret. Pour l'époque, c'est du bon cliffhanger car on se demandait bien comment Peter, démasqué, allait pouvoir s'en sortir. L'épisode suivant est celui de Daredevil. Il est tiré du Daredevil 159 datant de juillet 1979. Il est écrit par Roger Mackenzie, accompagné par fucking Mother Frank Miller au dessin. Et Klaus Johnson à l'ancrage. On est à l'époque dans cette période où le justicier à tête de corne s'avance progressivement vers sa mutation vers le héros du polar qu'il deviendra lorsque Frank Miller prendra son destin en main, surtout après avoir fait virer Mackenzie de son job. C'est un épisode assez mou du point de vue super-héroïque puisque Daredevil est aux prises avec le gang d'Elric Slaughter qui travaille pour un mystérieux commanditaire. C'est donc du polar et rien que du fucking Mother Polar où Daredevil est pris dans un stratagème visant à connaître ses faiblesses. Si tu cherches du super-héros dans cette histoire, tu peux te la mettre sous le bras et te la fumer plus tard. Daredevil n'était même pas obligé de mettre le costume à vrai dire quand on voit ce que nous servent les auteurs. Seule la dernière page est de qualité, riche en promesses, avec le visage du mystérieux commanditaire, j'ai nommé le Bad Boys Badass qu'en France on appelle le tireur, décidé à s'attaquer à la veuve noire avant Dédé. Dédé ça veut dire Daredevil pour les plus cons. Le scénario de Roger Mackenzie est bien rodé, y a rien à dire, et là je vais peut-être vous étonner, mais je n'ai rien à redire sur les dessins de Frank Miller. Ils sont encore regardables dans cette histoire. Oui, vous avez bien entendu, ils sont réussis avec une mise en page bien pensée. Quel dommage que l'adepte de la NRA n'ait pas continué ainsi après ces épisodes. Oh ça va, je vous taquine, arrêtez de gueuler comme ça, vous ne voulez quand même pas ressembler à Frank Miller. Et enfin, le Strange se termine avec un épisode tiré du ROM 26 datant de janvier 1982, écrit par Bill Mantlo et accompagné par messieurs Buscema et Joe Signott. Rom et Terminator, un chevalier qui a la même armure que lui et qui possède l'autre moitié de son humanité, sont confrontés à la pire des menaces, le gros Galactus, précédé par l'infâme Terrax. Non, c'était Ra, de Johnson. Voilà un épisode époustouflant épique, avec les chevaliers de l'espace affrontant le héros de Galactus, avant que Terminator ne se fasse abattre par le grand cornu cosmique. Un très bon épisode, qui se situe encore dans la période SF de Rome, avec un récit qui ne laisse pas le temps au lecteur de souffler. Sal Buscema est en grande forme et nous offre des planches très soignées. Un épisode également triste, avec la mort de Terminator, alors que le lecteur commençait à aimer l'idée d'avoir deux Roms dans le récit. T'es sûr de ce que tu dis, là? Oui, mes sources sont fiables, je regarde BFM TV. Posséder cette petite revue entre les mains me rappelle bien des souvenirs d'enfance et je ne saurais trop vous conseiller de ressortir vos bouquins de vos cartons, histoire de réveiller le passé comme je le fais encore une fois aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien au moral, ça réveille le petit enfant qui est en nous. C'est dégueulasse! Oui, c'est vrai. Le petit enfant qui est en nous, chose indispensable en cette période de Noël. Allez, n'attendez plus, faites revivre le passé. Arrêtez! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Non, Abdel Ramdassi! Abdel Ramdassi! Ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Oh, sèche tes larmes, petite dame, je vais réparer le chariot. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis comme toi, pas de famille avec qui passer les fêtes. Tu n'es pas avec quelques naïades légèrement vêtues? Faire la fête alors que ma petite Nat se morfond toute seule dans son coin? Pas question. Sérieux, qu'est-ce que tu fais ici, crétin? T'as pas une vague idée? J'ai amené des pommes. Et une bouteille. Je me disais que si t'avais rien à faire ce soir, on pourrait peut-être manger des pommes. Qu'est-ce que tu en dis? À moins que tu veux que je reparte et que j'aille boire ma bouteille tout seul dans mon coin. Non, reste. J'aimerais beaucoup que tu restes avec moi. Vendu. Alors, on la croque cette pomme? Sauf que je ne vois pas de pommes. Où est-ce que tu les as mises? Dans ton cul. Oh bah ça c'est malin. Je sens qu'on va passer une soirée de merde.